Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de La Remontée. Salut MP. Salut! Aujourd'hui, on a Sabrina, qui est consultante en préparation mentale. Et on va parler de performance sportive. Puis là, on va mettre un petit lien avec, si jamais vous voulez engager avec elle puis la contacter, vous pourrez faire ça directement là. Oui, fait que bon épisode. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Remontée. Salut MP. Salut, Élie. Ça va? Ça va, toi? Yes. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on avait vraiment le goût de jaser. On va parler de préparation mentale parce que Dieu sait qu'il y a la préparation physique et que beaucoup de gens, je pense, se concentrent là-dessus. Mais dans tout sport, on a aussi la préparation mentale. Puis, on a une invitée qu'on est bien heureuse de recevoir. Donc, c'est Sabrina. Allô, Allô! Sabrina. Ça va? Bienvenue. Oui, vous? Oui, bienvenue aussi. Merci. En fait, si tu peux nous expliquer un petit peu ton background, tes études, puis ce que tu fais actuellement, là, ton rôle. Parfait. Moi, je suis consultante en performance mentale où on a déjà entendu peut-être le thème préparateur mental, mais le thème officiel, c'est consultante en performance mentale. Fait que dans le fond, moi, j'ai un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal, puis une maîtrise en sciences de l'activité physique, profil d'intervention et consultation de l'Université d'Ottawa, qui est dans le fond la maîtrise en performance mentale. Fait que c'est vraiment ça au niveau de mes études, de qu'est-ce que je fais. Présentement, j'agis en tant que consultante en performance mentale pour quelques organismes sportifs, que ce soit Excellence sportive Laurentide, Physio Outaouais à Gatineau. Je travaille aussi un peu avec Voice in Sport aux États-Unis. Fait que c'est vraiment ça, principalement mes plus gros contrats, mais j'ai d'autres petits contrats plus individuels avec des athlètes, là. OK, c'est Nice! cool. Puis le programme qui se donne à Ottawa, c'est-tu vraiment axé sur le sport ou c'est préparation mentale en général? Non, c'est quand même axé sur le sport. Fait que dans le fond, dans la maîtrise, on a un stage de 400 heures à faire pour devenir membre professionnel de l'Association canadienne de psychologie du sport. Puis dans ces 400 heures-là, je me souviens plus nécessairement c'est combien d'heures, mais il faut faire un volet sportif qui prend majoritairement le stage au complet. Mais tu sais, il y en a beaucoup de mes collègues de classe qui, eux, se sont tournés plus, admettons, vers la musique, l'art dramatique pour aider ces personnes-là qui sont aussi dans un domaine de performance. Il y en a aussi qui sont allés plus dans le EA Sport, fait que le sport électronique. Il y en a qui... J'en avais un dans ma cohorte aussi, un peu plus élevé. Il est allé plus dans le jeu, comme le poker, etc. Fait que je pense que ça peut être utilisé dans plusieurs facettes, qui est un domaine de performance, dans le fond. OK, c'est ça, c'est que c'est extrêmement large, Ouais. là. OK. Wow. Puis mais la majorité de vous autres, vous sortez en psychologie, en consultation sportive, c'est ça? Oui, exactement. OK. Moi, je me suis vraiment concentrée sur l'aspect sportif. OK, puis actuellement, ta clientèle, c'est des athlètes principalement. Est-ce que tu joues un peu avec aussi des gens comme nous, là? Principalement, c'est Monsieur, madame, tout le monde. là. Non, c'est principalement des athlètes que j'ai. C'est sûr, tu sais, j'ai déjà eu une clientèle qui était une madame plus sport master qui voulait en préparation mentale dans son sport, mais c'est principalement des athlètes là, que je vois, en fait, majoritairement des athlètes. Puis on parle de quel groupe d'âge dans ces athlètes-là? C'est vraiment, c'est vraiment différent. Ça peut aller de 12 ans à 30 ans. On pourrait le dire comme ça. OK. Ouais. OK. Puis, tu sais, là, on parle de... C'est ça, moi, je disais vraiment tout le temps préparatrice mentale. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu es psychologue sportive aussi ou c'est vraiment comme deux choses différentes? C'est vraiment deux choses différentes. Fait que le psychologue sportif, lui, va avoir fait ses études en psychologie, fait que le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat.
Fait qu'après ça, va faire partie de l'Ordre des psychologues du Québec. Tandis que nous, on a un background un petit peu différent. On est vraiment axé sur la performance sportive. Le psychologue va gérer tout ce qui est dépression, anxiété généralisée, troubles alimentaires. Nous, on va vraiment plus venir au niveau de la performance, fait que gestion du stress, concentration, gestion des émotions. On travaille vraiment en équipe multidisciplinaire, fait qu'un athlète peut autant avoir un consultant en performance mentale et un psychologue sportif en même temps. Ils vont pas discuter nécessairement des mêmes choses, mais on peut vraiment venir s'aider un et l'autre. C'est complémentaire. Ouais. Okay. Un peu comme le kin à la physio. Exactement. Ou le psychothérapeute ou psychologue. Exactement. Okay. Tu sais, quelqu'un peut voir un physio pour quelque chose, un chiro pour quelque chose d'autre, puis un masso ou un ostéo, puis tu sais, ils vont tous avoir... quelque chose de différent. Exactement. OK. Puis, tu sais, comme... C'est ça, tantôt, en intro, je parlais, tu sais, parce qu'on souvent, on pense vraiment à quand on est un athlète ou même des sportifs récréatifs, là, on se dit, ma préparation physique, c'est comme extrêmement important. Fait que la préparation mentale, est-ce que c'est correct que je dise préparation mentale? Oui. À quoi ça sert principalement? Tu sais, la préparation mentale, on est là, en fait, pour soutenir les athlètes à développer des nouvelles attitudes, des nouvelles perspectives, des nouvelles compétences mentales pour, au final, avoir un meilleur développement personnel, mais aussi avoir des meilleures performances. Quand on parle de compétences mentales, on parle, admettons, gestion du stress, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, acceptation, peu importe que ce soit des blessures, des échecs, etc. J'en oublie sûrement peut-être, mais je pense que c'est les grandes lignes un peu, puis ceux qu'on voit le plus souvent. Okay. Qu'on vient vraiment jouer sur l'aspect dans un domaine de performance où que, admettons, l'athlète veut performer dans son sport puis essayer de l'aider au niveau psychologique. Quel genre d'outils vous offrez à ces athlètes-là, justement, pour qu'ils progressent dans la façon qu'ils réfléchissent ou qu'ils se préparent, mettons, à un événement sportif? Oui, mais il y a plusieurs affaires, puis... je dis tout le temps aux athlètes, tu sais, quand ils viennent me consulter, moi, je vais pas essayer de sortir quelque chose full créatif qu'on va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Des fois, peut-être, mais des fois, tu sais, ils font déjà des aspects dans leur routine qui font que c'est déjà là pour mieux gérer le stress. Il faut juste peut-être le renforcer ou essayer de le rendre un petit peu plus bénéfique. Fait qu'on, tu sais, on peut faire n'importe quoi, que ça soit de créer une routine personnalisée pour l'athlète avant la performance. Fait qu'une routine de pré-performance pour qu'ils se mettent dans le confort, pour que la confiance soit là avant la compétition ou avant de prendre le départ. Fait que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire, d'essayer de personnaliser, d'individualiser cette routine-là. Des fois, oui, on est des sports individuels, on travaille en équipe, on le pratique en équipe et qu'on fait souvent qu'est-ce que mon partenaire fait ou qu'est-ce que mon coéquipier fait. Mais dans le fond, il faut que nous, vraiment savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour nous en compétition parce qu'on est tous différents en tant qu'athlètes. Là. Ça ressemblerait à quoi, genre une routine pour se préparer avant un événement, justement? Bien, on est à Écoberçon, on va parler un peu plus de ski alpin. Oui, on peut aller dans le ski alpin. Mais je pense que Sabrina, de toute façon, tu as une connexion spéciale avec le ski alpin aussi. Oui. Bien, en fait, je suis entraîneur aussi de ski alpin pour l'équipe élite de la division Laurentienne, fait que la EDLS. Au niveau U14, fait que oui, j'ai été athlète de ski alpin, fait qu'on peut parler un petit peu plus de ça. Allons-y. Fait qu'admettons une routine, une journée de course, tout qu'est-ce qui est, admettons, le sommeil, l'hydratation, la nutrition pendant cette journée-là, qu'est-ce que je mange pour déjeuner, si j'ai de la misère à déjeuner le matin d'une compétition, mais tu sais, en parallèle avec la nutritionniste, qu'est-ce qui va être facile pour moi, qu'est-ce qui va m'amener assez d'énergie. On parle aussi, admettons, de l'échauffement physique. Tu sais, oui, on arrive à la montagne, on fait un échauffement physique, mais c'est quoi qu'on met dans cet échauffement-là? Des fois, en compétition, on arrive, on est plus fatigué, on a moins dormi. Bien, il faut peut-être que j'en fasse plus que qu'est-ce que je fais à l'entraînement, que ça soit, après ça, les descentes d'échauffement, quel exercice que je mets pour pouvoir ensuite de ça le prendre puis le mettre dans ma run de descente. Après ça, au start, l'attente, qu'est-ce que je fais? Inspection, est-ce que j'utilise la visualisation ou non? Ils ont toutes des techniques, les athlètes, d'inspection différentes. On essaye
on essaye que ça soit individualisé. Il y en a qui vont vouloir apprendre le parcours par cœur. Il y en a que ça va être en section. Il y en a que ça va être selon, admettons, comment le terrain de la piste est fait. Fait que toutes ces choses-là, après ça, on essaie de l'incorporer avec la visualisation pour essayer quand il arrive au départ, il ne soit pas comme « Ah, qu'est-ce qui se passe en plein milieu du parcours? » Non, qu'il puisse s'en rappeler. As-tu des athlètes qui fonctionnent de même? Qu'il faut qu'ils fassent juste comme gonner, là. Ils veulent juste comme y aller, là, mettons. Ben, tu sais, ça fait partie de leur routine, qu'il y en a que eux, c'est je veux y aller, puis leur plan, c'est d'aller vite. Mais il y en a que pour d'autres athlètes, il y en a que d'aller vite, ben ils oublient tout ce qu'ils font en ski, puis là, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de jouer selon l'athlète, selon qu'est-ce qu'il faut dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment bénéfique pour la descente de l'athlète. Puis j'en ai des athlètes, c'est comme, OK, ben let's go, en bas, vas-y, amuse-toi. Puis il y en a d'autres, c'est, OK, ben là, essaie de penser à te relever en transition, ça va pouvoir venir t'aider, là. Fait qu'il y en a qui vont passer plus technique, il y en a qui vont passer plus tactique, puis il y en a qui vont penser, ben let's go à l'attaque. Oui, parce qu'il y en a, j'imagine, qui aussi, ça build plus de pression s'ils pensent trop. Oui. Fait que là, ils sont comme juste comme, fuck, je vais manquer ma shot, je vais... Oui, il y en a des fois, tu sais, ça fait partie de la concentration, du focus, de l'attention, mais des fois, il y en a que leurs focus sont trop axés sur tout ce qu'ils pourraient faire, fait que ça soit au niveau technique, tactique, physique, mental dans le parcours. Là, il faut que je fasse attention à ci, à ça, à ça. Puis là, ça fait que ça met de la pression parce qu'il y a trop d'affaires à penser. Puis là, ils se mettent une certaine pression sur eux-mêmes. Tu focuses sur qu'est-ce qui pourrait pas bien aller au lieu de focuser sur la chose à faire. Peut-être l'éventuel qui va peut-être se passer ça si je fais ça. Mais des fois, c'est pas toujours bon. Là. Ils se mettent un stress de plus dans leur descente là, en compétition. Est-ce que j'avais fait un travail universitaire sur l'auto-hypnose? Oui. Est-ce que tu utilises cette technique-là ou des associations, exemple, prendre les poignées de tes épaules associées à telle émotion ou tu sais comme... Moi, je travaille pas nécessairement avec ça. Je sais qu'il y en a une de mes professeurs à l'Université d'Ottawa qui, elle, travaillait l'hypnose. Puis on en a fait dans un cours, mais moi, j'ai pas de formation en hypnose. Non, j'ai pas de formation en hypnose, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant à l'université là, de voir qu'il y en a quelques-uns qui utilisent ça. Fait que ça fait partie ça pourrait être une technique qui est utilisée en préparation mentale. Oui, ça pourrait être. Est-ce que la méditation, ça fait Oui, partie? la méditation, tout ce qui est l'aspect de pleine conscience, rester dans le moment présent, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'utiliser. Il y en a qui sont... Tu sais, il y en a qui ça fonctionne pas, puis c'est correct. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui l'essayent, puis sont comme « Ah, c'est trop long, 10 minutes, je vais baisser à 3 minutes. » Fait que je pense que c'est d'essayer de le rendre vraiment selon l'athlète, selon les besoins de l'athlète. Tu sais, il y en a qui vont l'utiliser pour mieux dormir, fait que ça soit de la méditation avant. Il y en a qui ça va être parce qu'ils ont trop de pensées, fait qu'ils vont essayer de ramener ça à un aspect qu'ils peuvent contrôler, qui est leur respiration en méditation. Fait que ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Puis mettons, quand tu rencontres un athlète ou tu fais tes premières rencontres, comment justement, comment tu évalues le besoin de la personne? C'est en format de discussion? Est-ce que tu vas avec eux autres sur le terrain? Comment... Ben, ça dépend. Comment ça tu dépend, bâtis, là, tu sais? Ben, tu sais, admettons, on parle de rencontre individuelle. Il y a toujours une rencontre d'introduction où on apprend à connaître l'athlète. Tu sais, on essaie d'essayer de voir c'est quoi l'objectif de la rencontre. Il y en a que ça va être vraiment plus axé sur juste la préparation. Ils veulent avoir un outil de plus. Il y en a que c'est vraiment parce qu'il va avoir une problématique ou une difficulté, fait qu'on va aller plus axer là-dessus. Ensuite de ça, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est du essai-erreur aussi, la préparation mentale. Faut qu'ils essayent en entraînement pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, OK, on va essayer de modifier d'une certaine façon. Mais c'est aussi, tu sais, plus l'athlète est capable de verbaliser, d'avoir une certaine participation dans la rencontre, plus c'est facile pour nous ensuite de ça, de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Je trouve ça intéressant que ça soit inclus directement dans les pratiques, dans les entraînements. Ouais. Hey, on l'essaie dans l'entraînement, ça, si ça marche pas, ben on passe à autre chose. Tu sais, c'est autant physique que mental, puis ça prend toute sa forme-là, là, en fait. Exactement. Ben, des fois, moi, je vais sur le terrain avec des équipes ou des athlètes, puis ensuite de ça, soit qu'on est en entraînement, s'ils veulent venir nous parler de quelque chose, on va discuter, par exemple, mais il y en a qui, des fois, on essaie d'intégrer dans leur sport une thématique, puis ensuite de ça, l'entraîneur poursuit ensuite de ça le travail sur cette thématique-là. Tu sais, la dernière fois, avec Sabrina, on a vu ça.
qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le fais présentement d'une certaine façon, là? OK. Ça devrait prendre quelle place dans un entraînement, tu sais, comme, mettons, physique versus mental? Bien, tu sais, l'aspect psychologique, l'aspect mental, c'est souvent un aspect qui est oublié depuis par les athlètes, les entraîneurs. C'est un peu un domaine nouveau, d'une certaine façon. Mais, tu sais, tout sport confondu a une composante physique, a une composante mentale. Fait que, tu sais, ça devrait prendre autant d'importance l'un et l'autre. C'est normal que, tu sais, la préparation physique prend beaucoup d'importance, mais la préparation mentale elle a autant d'importance même si on l'utilise, si on le voit moins spécifiquement, mettons, que la préparation phisique. Là. Mais je pense que ça commence vraiment à prendre une grande place dans le sport de haut niveau. Oui. Tu sais, avant, c'était comme, exemple, je pense au Tour de France, tu sais, c'est une affaire où est-ce que tu souffres pendant des longues périodes. Tu fais juste souffrir. Puis c'est celui qui est prêt à souffrir le plus qui va finalement gagner presque. Là. Puis maintenant, puis là, tu sais, il y a eu des séries sur Netflix là-dessus, puis tout ça. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment... je fais référence à... J'ai justement regardé récemment celui avec Mike Cavendish, que grosse dépression suite à des chutes, ci, puis ça. Puis le retour de ça, là, c'est phénoménal, mais il a travaillé fort. Là. Le gars, il était suivi par un psychiatre, des psychologues, il y avait un préparateur aussi. Il y avait tout ça, mais it takes a village. Là, c'est pas juste une personne qui... Puis ça a pris quelques années avant de trouver la solution. Fait que, justement, de le rajouter à ton entraînement physique, ben ça peut prendre autant de temps de trouver ta recette, là, exactement. Je crois. Là, mais... Non, mais tu sais, la performance, il y a 4 aspects dans le domaine de la performance, que ça soit mental, physique, technique et tactique. Des fois, tu sais, le technique, tactique, physique, c'est celui qui prend le plus d'importance, puis le mental est un petit peu mis de côté, mais il est autant important pour fonctionner, pour que l'athlète soit bénéfique, que la performance soit bénéfique à l'athlète. Tu sais, il faudrait au final que ça soit tout équilibré pour pouvoir que ça fonctionne bien. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, je pense que depuis la pandémie, c'est quelque chose que les athlètes essayent de mettre le plus en plus dans leur routine sportive, la préparation mentale, parce qu'ils en ont de... Ben, les jeunes de nos jours sont très... tu sais, il y a le stress, ils veulent très être performants, ils ont des attentes qui sont élevées. Fait que ça soit stress, anxiété, pression qui se mettent. Ils sont très self-aware. Là. Ils voient tout aussi ces médias sociaux, tout ça, mais... Ils veulent performer à l'école, ils veulent performer dans le sport, ils veulent performer dans leur vie sociale aussi. Fait que je pense que l'aspect stress-pression est beaucoup présent. Il y a aussi l'aspect confiance en soi qui revient souvent, que ça soit avec les réseaux sociaux, leur modèle en tant que tel ou peu importe le sport. Fait que ça, c'est des aspects qui reviennent très souvent. Là. Toi, ça fait combien de temps que tu es préparatrice, consultante? Consultante en préparation mentale. Moi, j'ai commencé la maîtrise en 2020, j'ai gradué en 2021. Fait que un petit 3 ans. Est-ce que tu as vu quand même une différence depuis le début de ta pratique jusqu'à aujourd'hui, justement, dans cette pression-là que les jeunes que tu côtoies se mettent? Non, je pense que c'est assez constant. Comme j'ai un peu dit, ils ont des attentes élevées, puis c'est correct. Mais des fois, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir gérer ces attentes-là. Des fois, un petit échec, ça peut être vraiment énorme drame pour eux. Ouais. Fait que, c'est d'essayer de les outiller le mieux possible. Est-ce que c'est d'autant plus vrai, parce que là, on a l'air de parler beaucoup de sport individuel. Je sais pas si tu consultes aussi avec des sports d'équipe, mais ça, justement, est-ce que tu vois si les gens se mettent plus de pression, les athlètes se mettent plus de pression en sport individuel ou parce qu'ils peuvent pas partager en équipe, mettons, ou c'est le contraire, en équipe, tu veux tellement... Mais je pense que c'est comme 2 genres de pression, individuelle, ils sont tout seuls, c'est eux, leurs objectifs, leurs attentes qu'ils veulent atteindre. L'équipe, il y a beaucoup l'aspect de je veux pas décevoir mes entraîneurs, je veux pas décevoir mes coéquipiers, mais en même temps, perdre seul, perdre en équipe, des fois, c'est moins pire de perdre en équipe parce qu'on a tous les coéquipiers. Mettons, au soccer, on est 11 sur le terrain, mais c'est les 11 qui étaient sur le terrain qui ont tous perdu ensemble. Fait que des fois, c'est plus facile d'accepter, mais c'est qu'est-ce que j'ai vu avec les athlètes avec lesquels j'ai pu avoir des consultations que, par exemple, les athlètes plus au niveau individuel. OK.
Mais ça peut quand même arriver là, dans le sport d'équipe. Oui. Moi, je me souviens, j'ai déjà coaché au volleyball, puis j'en avais une athlète, justement, qui, elle, tu sais, le volleyball, là, un moment donné, là, le ballon tombe, là, OK? Puis là, elle pouvait pas tolérer que le ballon tombe, là, de par sa faute. Ben oui. Ça, c'était la fin du monde. Il y a un point, puis c'est ma faute, le point, tu sais. Mais ça a été, elle, justement, elle était allée consulter parce que là, ça... Justement, tu as une chimie, tu as 6 personnes sur le terrain. S'il y en a une qui n'est pas là, mais là, je veux dire, ça marche pas. Là, tu sais. Fait que souvent, l'espèce d'effet de masse, de ça va bien, mais tout le monde se lève ensemble, tout le monde s'élève. Là. Mais elle a tiré le monde vers le bas, mais elle a réussi à se trouver des outils de même parce que ça peut crasher aussi vite. Oui, c'est ça. On peut voir des fois, tu sais, la déception, le ballon est tombé, il était à côté de moi, c'est de ma faute si l'équipe perd. Fait que ça aussi, ça peut être comme ça dans les sports d'équipe aussi. Là. Puis, tu sais, tantôt, je reviens à la place que ça prend parce que tu disais, bon, il faut que dans la performance, il faudrait que tout soit égal, le tactique, comme on dit, technique, physique, mental. Yes! Là, moi, c'est comme si je vois cette partie-là comme de préparation sur le terrain, mais dans leur entraînement, c'est comme genre au gym ou un entraînement à la maison, est-ce que ils font aussi de la préparation mentale? Ben, tu sais, c'est sûr que rendu là, c'est peut-être un petit peu moins présent, mettons, quand je lève des poids au gym au niveau de ma préparation physique. Dans la routine, genre, d'entraînement. Ben, tu sais, il devrait avoir une petite partie, que ça soit une réflexion après ton entraînement de comment ça a été. Ça fait partie de la préparation mentale. Fait que, tu sais, il y a toujours une petite facette. C'est aussi, tu sais, en entraînement, c'est pas le préparateur, c'est pas le consultant en performance mentale qui est présent, c'est l'entraîneur. Fait que, tu sais, si l'entraîneur est plus axé sur l'aspect psychologique puis tout ça, ben c'est sûr qu'il y a des équipes ou des athlètes qui vont en avoir plus nécessairement. Il y en a des entraîneurs qui vont seulement attendre le consultant pour pouvoir faire de la préparation mentale. Fait que je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus d'amener aux athlètes, mais tu sais, je pense que aussi ça doit se faire un peu de façon autonome à l'entraînement d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait un désir, un peu de changement ou quoi que ce soit, tu sais, pour progresser. Puis quand tu acceptes que ça, c'est une partie de ton entraînement, bien, c'est sûr que c'est plus facile de focusser, mais en même temps, tu peux pas développer les 4 aspects en même temps. C'est juste too much, ton cerveau. Et, fait que là, tu vas au gym, ben, peut-être que là, c'est juste l'aspect physique. C'est comme de prioriser, là, comme un gym. Tactique, tu regardes la vidéo ou technique, plutôt, tu regardes ton vidéo, t'évalues, tout ça, mais ça, c'est mental. Et, fait que tu peux segmenter tout ton espèce de plan d'entraînement, puis mettre les 4 catégories qu'on a mis tantôt un peu là-dedans, là, puis ça peut se croiser en quelque part. Là, fait que... Puis c'est quoi les effets... de la préparation mentale sur l'atteinte d'objectifs dans les sports? Ben, tu sais, on essaie de dire que la préparation mentale, c'est autant important que, mettons, la préparation au niveau technique, tactique et physique. Fait que, tu sais, si on met autant d'efforts dans la préparation mentale, puis, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas obligé de consulter parce qu'on a une problématique, tu sais. Ça peut être juste pour essayer de renforcer un aspect qui est moins bon dans notre préparation, puis d'essayer de mieux se préparer à la compétition. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important pour l'atteinte des objectifs. Puis, tu sais, juste d'établir des objectifs, ça fait partie de la préparation mentale. OK, bon, c'est bon. C'est pas juste l'objectif, c'est pas juste réussir. Non, c'est ça. C'est moi, dans ma tête, je vois comme objectif, performance. Tu sais, c'est ça, on dirait que je vois plein d'affaires. Non, mais tu sais, il peut avoir plusieurs objectifs. Tu sais, il y en a qui, ça va dépendre, il y en a qui vont vraiment axer sur l'objectif de résultat. Fait qu'à, mettons, la position ou qui vont finir. Mais il y en a qui juste se concentrer sur cet objectif-là, ça peut les augmenter la pression, les stresser de plus en plus. Fait qu'on va aller se tourner vers plus des objectifs de processus. Fait que qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir atteindre ce résultat-là? Fait que qu'est-ce qu'il me faut au niveau technique que je dois améliorer, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau mental? Toi, je mets ça dans la même catégorie que t'écris des affaires dans ton agenda pour pouvoir le barrer parce que tu réussis. Tu sais, c'est l'espèce de petite sensation. Le sentiment d'accomplissement est important à des petites échelles. Des objectifs hebdomadaires. Là, à chaque entraînement, oui, il y a un objectif d'entraînement que l'entraîneur propose, mais on devrait tous, en tant qu'athlète, avoir un petit objectif à cet entraînement-là qui est propre à nous, individualisé à nous-mêmes. Là. Mais c'est pas rien que ça aussi, c'est quand physiquement, t'es pas tout à fait là, ben tu sais, il faut quand même que tu continues à progresser. Fait que ça se peut que t'aies pas le même objectif que l'autre qui est à côté, mais ça veut pas dire que tu vas pas te rendre. C'est qu'à un moment donné, ton chemin est différent, ça va peut-être te prendre un peu plus de temps, mais tu sais...
si tu te compares tout le temps aussi, tu vas tout le temps être en mode défaite. Là, exactement. Tu ne retireras pas. Là. Le pouvoir du mental. Le pouvoir du mental. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement dans l'endurance. Exemple en cyclisme, là. Est-ce que tu travailles ça aussi, ce genre de gestion de la douleur un peu, là, sur du long terme? Oui. Fait que dans le fond, admettons en cyclisme, les athlètes qui sont sur le Tour de France, il y a deux façons. Soit ils vont essayer de se dissocier de la douleur parce qu'à un moment donné, ça va faire mal aux jambes. Je comprends. Là, ça fait quelques heures qu'ils sont sur le vélo, quelques kilomètres. Quelques jours. Aussi quelques jours si on parle de Tour de France. Fait qu'ils vont essayer de se dissocier de la douleur, soit en se concentrant sur d'autres aspects. Fait qu'admettons, il y en a qui vont faire de la périodisation. Fait que ils vont prendre la course, ils vont essayer de faire, OK, ben ces premiers 50 km-là, je me concentre sur ça. À partir de ce moment-là, je me concentre sur ça. Fait qu'ils vont changer leur focus par rapport au circuit qu'ils doivent faire aujourd'hui. Puis il y en a, qui... Puis, je continue. Il y en a qui vont se dissocier de la douleur en essayant de se concentrer sur les aspects qu'eux, ils ont le contrôle. Fait qu'admettons sur leur respiration, il y en a qui vont essayer... on a déjà vu au Tour de France, à un certain moment donné, ils se parlent entre coéquipiers. Fait que ça pourrait être ça, pour essayer d'enlever la distraction qui est « j'ai mal », puis d'essayer de changer notre attention à quelque chose qui va être bénéfique à notre performance. Mais il y en a qui vont vraiment s'associer à la douleur. Fait que eux, c'est ça, c'est genre je souffre, je réussis. Exactement. Fait qu'il y en a des athlètes que c'est comme ça, que eux ils aiment ça, avoir mal aux jambes, ça leur signifie qu'ils sont vraiment en train de travailler puis que ça va bien. Fait qu'il y a vraiment les deux. Je te dirais que le monde essaye plus de dissocier de la douleur que de s'associer à la douleur. Là. Oh mon Dieu. Ben, ça fait comme partie de leur, justement, du sentiment d'accomplissement de se dire comme... c'est ça. Si j'ai pas eu mal, j'ai pas assez travaillé. Là, j'aurais pu en donner plus. Mais c'est intéressant de visualiser par section. Là. Ouais. Je pense qu'on peut l'appliquer même nous. L'exemple, si, mettons, en ski de fond, on va faire une longue distance, puis on sait qu'il y a des sections qui sont plus intenses, bien, de préparer son parcours puis se dire, OK, mes 10 premiers kilomètres, j'enjoy. Oui, ça peut être, admettons, tu sais, les athlètes, ils n'ont pas nécessairement de la musique, mais admettons, nous qui font du sport un petit peu plus récréatif, ben on pourrait, admettons, ça pourrait être, en vélo, là, moi, j'habite à Gatineau, mais quand je m'en vais monter Camp Fortune jusqu'au Belvédère, ben je pourrais mettre de la musique, un écouteur pour monter la côte, pour essayer de me rendre en haut puis de me dissocier de la douleur d'une certaine façon. Mais ça, c'est dur, je trouve, de se dissocier, ouais. mais tout en restant concentré sur le parcours. Bien, tu sais, il y en a qui vont aussi, admettons, l'athlète de cycliste va monter une côte pendant longtemps, mais il y en a qui vont pouvoir se concentrer sur leur technique. Fait que ça va être bénéfique. Et admettons, ils vont se concentrer sur pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer tout le long pour essayer de, tu sais, que oui, je fais qu'est-ce qui doit être fait pendant la montée, mais en même temps, je me concentre pas sur... Ils sont pas en train de s'imaginer à Hawaï, sa plage. Non, c'est ça, exactement. Okay. Non, mais tu sais, OK. Pour ceux et celles qui vont peut-être au gym, tout ça, moi, où est-ce que je vais? Il y a des laps de temps, c'est beaucoup des intervalles, tout ça. Moi, je suis constamment en train de calculer. Je fais des maths, là. Tu sais, je fais des maths. OK, il me reste ça. Là, j'ai fait le tiers, il m'en reste 2 de même. Là, après, je suis même, puis là, je rentre à la moitié. Je suis comme, OK, j'ai déjà fait la moitié. Mais je suis tout le temps en train de, OK, mais là, c'est correct, là, j'ai fait le 3/4, puis OK, mais là, il me reste 30 secondes. Tu sais, on dirait, puis là, c'est fini. Je passais à autre chose, puis finalement, je suis correcte. Mais si j'aurais juste passé le temps, là, j'aurais souffert ma vie. Mais c'est vraiment, tu passes à autre chose. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Je vois ça, mais je peux pas compter. Là, mais non, mais admettons, les athlètes, admettons, de CrossFit ou ceux qui font des grandes répétitions, admettons, on dit, OK, il faut faire 50 squats. Il y en a qui vont le diviser en, OK, 5 x 10, tu sais, je vais me rendre jusqu'à la fin. Fait qu'ils vont compter jusqu'à 10, ils vont recommencer à 10, puis on va recommencer de 1 à 10, puis ça fait passer plus vite. Puis au moins, ils se concentrent sur un autre aspect que, je suis rendue à 35, il m'en reste 15. Ça, où t'as un verre d'oreille, là, tu sais, tu répètes tout le temps la même phrase. Ouais. C'est comme... un pas à la fois. Tu traînes pas loin. En touring, moi, c'est ça. Tu traînes pas loin, Marie. Tu traînes pas loin. Je suis tout le temps, puis là, je suis comme, OK, mais tu gosses, tu répètes tout le temps la même affaire. Mais je me dis, puis les gens,
s'il entendait ce qui se passe dans ma tête, des fois, je me dis, je serais bonne, genre, pour aller être consultée, en fait. Là. Je peux juste imaginer. Tu sais, quand tu fais une consultation avec un ou une athlète, est-ce que, justement, tu poses des questions comme ça? Si je te dis, il faut que tu fasses 50 squats, est-ce que tu les divises en 5 ou tu t'es en ligne? Oui, ça se pourrait, des fois. Tu sais, admettons, j'aime ça utiliser l'aspect... j'ai une baguette magique, là, je te la donne, là, puis tu peux réaliser ce que tu veux. Là. Qu'est-ce qu'il te faudrait, là, admettons? Ou, admettons, tu sais, ton niveau de confiance en soi est sur combien? Fait que là, ils répondent, admettons, 7 sur 10. Mais qu'est-ce qu'il te faudrait, là? Admettons, là, si demain, là, je te donnais la baguette magique, puis tout pouvait se réaliser pour arriver à 9 sur 10, admettons. Fait que ça, c'est des aspects qu'on peut essayer d'utiliser puis pour qu'après ça, on puisse les prendre. Puis, tu peux décortiquer. Exact. Ça donne peut-être aussi, c'est pas nécessairement tout le monde qui a la facilité d'exprimer des mots puis de dire qu'est-ce qu'il pense exactement. Ben toi aussi, en donnant des choix de même où toi, ça t'indique, OK, s'il me dit ça pour se réaliser, ben peut-être que je vais être capable d'aller chercher ça en faisant telle action. Là, mais ça doit même à aider à se connaître soi-même en tant qu'athlète. Là. Des fois, tu n'as absolument pas cette réflexion-là sur ton sport. Là, ou sur ta façon toujours été physique. Tu as toujours été... Souvent, quand, mettons, je suis en ski, puis là, il y a des athlètes qui descendent, puis là, sont comme, pis, c'est bon? Ben, tu sais, avant de répondre, là, moi, j'aime ça leur poser la question. Puis en fait, tu sais, la psychologie, ça fait partie de ma philosophie de coaching aussi. Mais puis là, je suis comme, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, avant, pour essayer d'amener l'athlète... comme non, mais moi, je t'ai demandé. Oui, c'est ça. D'amener l'athlète un petit peu plus de façon autonome. Oui. Tu sais, comme toi, c'est quoi tes sensations? Genre, moi, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait, mais j'aimerais ça que toi, tu me dises si c'était bon, si c'était moins bon. Si tu le sais pas, c'est correct. Tu n'as rien ressenti ou ton focus, il était sur quoi? Fait que d'essayer d'amener l'athlète de façon un petit peu plus autonome parce qu'il va grandir, cet athlète-là. Puis l'entraîneur sera pas toujours présent en bas de la piste. Justement, en plus, tu as des U14, fait que c'est quoi, 12, 13, 14 ans? Ouais. Fait que, tu sais, justement aussi, ils ont peut-être pas encore la maturité émotive, tu sais, de tout pouvoir, justement. Fait que tes aides, c'est pas... tes aides pas juste comme sur le terrain, là. C'est toutes tes aptitudes qu'ils vont pouvoir avoir après dans le milieu de travail ou ailleurs, là, même s'ils percent pas dans le sport, là, tu sais. Ça ramène à... Tu sais, si on est comme « Ah, ben c'était-tu bon? » Ben ça ramène un peu à l'image, tu sais, au regard des autres, à la déception. Fait que c'est sûr que ça doit aider à travailler, à leur bâtir c'est ça. La confiance. Puis aussi, tu sais, quand toi-même, tu réalises qu'est-ce que tu fais de bon versus quelqu'un d'autre qui te le dit, ça n'a pas le même effet. Tu sais, quand tu attends aussi la validation des autres avant de passer à autre chose, c'est sûr que la reconnaissance, c'est important, tout ça, là. Mais si toi, tu y crois pas, peu importe, quelqu'un va te dire t'es belle toute ta vie, mais si toi, tu crois pas que t'es belle, ben ça marchera pas, tu sais, si tu l'auras pas, là. Puis j'ai eu un athlète l'autre fois, on faisait des descentes chronométrées, puis là, l'athlète, super journée de ski, on était en vitesse, ça a super bien été. Puis là, il me mentionnait à la fin, tu sais, on parlait d'être fier après sa run, d'essayer de, comme... se dire, ben ouais, j'ai été fière de cette run-là. Puis il me dit, puis ça m'a ouvert les yeux, il me dit, mais c'est dur d'être fier quand on n'est pas premier. Là, j'ai dit, mais il y a des aspects dans ta run que tu peux être fier même si tu n'as pas été premier, tu sais. Puis je lui disais, aimes-tu mieux faire ta run, être déçu de ton temps en bas parce que tu t'es dit, j'aurais donc dû faire ça, ou t'aimes mieux, tu sais, comme tout donner, oui, t'as tombé, mais au moins t'es fier de qu'est-ce qui s'est passé dans la section que t'as pu compléter. Puis là, tu sais, c'est tout le temps la deuxième réponse qu'ils disent. Mais après ça, l'athlète, il a plus compris que, OK, ben, tu sais, même si je suis deuxième, je suis à 2 dixièmes de mon coéquipier qui est premier, bien, j'ai le droit d'être fière, moi aussi, parce que j'ai pensé que c'était une bonne run. T'sais, ça se peut aussi que tu aies fait de quoi que tu n'as jamais réalisé en pratique. Mais tu as fait de quoi de différent, tu es comme, man, je viens juste de toucher l'or, là. Dans le sens que je viens de trouver l'espèce d'affaire qui me manquait, puis là, après, tu vas pouvoir le réutiliser ailleurs. Mais tu sais, ça, t'es pas capable d'être fier parce que t'es arrivé 4e, puis on s'entend, surtout dans le ski, ça peut se passer. Moi, j'ai vu une compétition il y a pas si longtemps que la différence entre, puis ça, c'était des U14, entre la 3e puis la 10e place, c'était 4 dixièmes de seconde. C'est parce que, allô, là, genre... T'as respiré, t'as mangé une crêpe de plus au déjeuner, t'es un petit peu plus lourd, tu te rends, là, je sais pas, là, mais ça peut faire toute la différence, c'est n'importe quoi, là. Fait que rendu là, ben, tu sais, c'est comment tu gères un petit virage, une petite affaire, ta pole, comment tu l'as mis, whatever, mais ça fait tellement une grosse différence que... C'est ça. Il tombe souvent dans la comparaison, puis c'est ça qu'on essaye, ben, que moi, j'essaye, en tout cas, avec mes athlètes, de pas tomber dans cet aspect-là, de regarder toi avant...
Puis que quand on utilise le chrono pour faire des descentes en entraînement, ben oui, c'est pour qu'on s'habitue à avoir un chrono comme en compétition, mais c'est aussi pour regarder, toi, à chaque run, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il te faut 6 runs pour avoir ton meilleur chrono ou c'est les 2 premières runs comme en compétition? Fait que d'essayer de toi versus toi et pas toi versus les autres. Pour ça va peut-être changer aussi ton approche en compétition, justement. Combien de runs de pratique tu veux faire? Y a-t-il un nombre maximum? Je sais pas, non. Ben, il y a 2. Tu sais, les runs, on a 2 runs chronométrés. Admettons quand on parle de slalom puis slalom géant. Mais après ça, tes runs de pratique, tes runs d'échauffement, ils se font sur une piste en ski libre, pas de parcours. OK. Fait que, tu sais, il faut que ton inspection soit bonne pour pouvoir ensuite de ça, avec la tactique que tu veux avoir, prendre le départ puis avoir confiance en tes compétences puis en la tactique que ça tu se veux peut que tu aies un athlète qui décide de faire plus de runs d'échauffement que l'autre, justement parce que tu sais qu'à l'entraînement, toi, c'est ta 6e, ta 7e, ta 8e run qui est ta meilleure. Puis là, l'autre qui en fait, mettons, hey, moi, c'est dans mes 3-4 premières, ben je peux pas aller trop loin, ben j'en ferai pas plus. Là. OK. Ouais. Est-ce que tu parlais justement de comparaison, tu sais, est-ce que c'est le plus... Ben, je vais revenir ma question. C'est quoi le plus gros aspect à travailler, justement, souvent post-descente ou post-compétition, là? Oui, bien, c'est souvent, tu sais, l'acceptation de l'erreur, de l'échec. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être premier non plus. Que ça non, il y en a juste un. Exactement. Il y en a juste un qui est premier. Tout le monde a égalité, là, mais tu sais, vraiment d'essayer d'accepter puis d'être fier de soi, je pense que c'est 2 aspects qui sont très importants. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, des fois, ils sont très durs envers eux-mêmes. « Ah, j'ai fait une petite erreur. » Puis là, c'est comme l'excuse parce qu'ils ont mal performé, par exemple. Mais, tu sais, au contraire, c'était super bon, sa run. Fait que, tu sais, d'essayer de voir qu'est-ce qui a bien été dans ta run, qu'est-ce que tu peux être fier, et non se concentrer sur juste la petite erreur qui est arrivée à une gate sur les 50 gates qu'il y avait dans le parcours, par exemple. C'est le point noir sur la page blanche, là. Mais ça doit être un travail, là, tu sais, parce que, il me semble, moi, je me ramène à moi dans mes sports, tu sais, des fois, zéro en mode performance athlète, mais là, des fois, on pense à des affaires, puis t'es comme... Aïe, aïe, tu sais, c'est dur d'enlever le focus sur justement des petites erreurs qu'on a faites, ou genre le négatif, ça prend tellement plus de place, c'est dur de ramener ça à OK, bon, mais dans tout ce que j'ai fait, voici ce qui était positif, puis comme ça doit être tellement difficile. C'est un travail de l'intégrer, là. Tu sais, quand c'est chronométré. C'est un travail de l'intégrer aussi, parce que comme tu dis, même si à la fin, si tu dis, ben oui, je le dis, là, ben oui, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, mais au plus profond de toi, si tu l'as pas comme, je sais pas, incorporé ou, tu sais, tu l'as pas complètement, c'est ça, intégré, ben tu y crois pas, même si tu es capable de le dire, ben oui, ça c'était beau dans ma run, tu sais, on parle de bike de montagne, là, je vois, tu sais, la passe que tu as pris, OK, ben tu sais, oui, ça c'est bon, je me suis améliorée, j'aurais jamais fait ça avant, mais en même temps, tu sais, si tu vois tous tes amis, tu compares aussi, ils l'ont eu du premier coup, du deuxième coup, puis moi, ça me prend 4 coups. On le fait tout, là, même on le quand fait on est dans un sport. Moi aussi, en vélo niveau. montagne, je le fais, là. Oui, première fois que je fais une descente, OK, la petite descente, le mur, j'ai freiné avant, là. OK, ben la deuxième fois, je l'ai faite. Hey, je l'ai faite tout seul parce que je me suis dit que la première fois, ça se faisait. Mais ça arrête jamais, là. Mais ça arrête jamais, ça. Toi, quelle place ça prend justement la préparation mentale dans ta vie et dans tes sports? C'est une bonne question. C'est sûr que moi, j'essaie de l'appliquer. Là, tu sais, je suis plus... je comprends mieux un peu comment je fonctionne en tant qu'athlète. C'est sûr que quand moi, j'étais athlète de ski alpin, j'aurais pu utiliser un petit peu plus la préparation mentale, puis tu sais, dans ma routine. Puis comme je dis des fois, que quand des fois je skie avec les jeunes en parcours, puis là, je me dis, il me semble que je serais en train de mieux performer si je retournerais sur le circuit parce que je comprends plus mon ski. Mais là, j'ai avec une la plus grande maîtrise, réflexion. tout, Fait que, tu sais, oui, je porte plus une plus grande attention, puis c'est normal. Des fois, moi aussi, je me dis, ça, c'était pas bon, comme, tu sais, que je tombe un petit peu plus dans le négatif, mais c'est plus facile à accepter maintenant que je suis passée un petit peu plus là-dedans. Mais j'ai aussi, tu sais, maturé depuis que j'étais il y a 15 ans versus 26 ans. Fait que ça doit être dur pour des jeunes, justement, qui n'ont pas encore cette maturité-là, tu sais, de faire la réflexion. Mais pour eux, leur sport, c'est tout, là. Oui, hormonal aussi, là, tu sais, sont en train de vivre la puberté, en même temps de devoir performer, en même temps de, tu sais, je veux dire, les hormones, c'est tout là-dedans, là. Puis là, c'est
des sauts d'humeur, in and out. Puis non, mais genre, je peux te dire que, tu sais, je veux dire, j'ai 33 ans. Je peux voir le côté hormonal, comment ça peut affecter ma vie. Je peux juste me dire, un jeune qui a pas la maturité qu'on a d'un peu se regarder puis faire comme... OK, là, man, tu capotes, là, tu sais. Eux autres sont juste tout le temps dans l'émotion parce qu'ils sont pas encore capables de le prendre le recul, là. Fait que c'est juste vraiment beaucoup en même temps. Puis il y a l'aspect aussi famille, parents, tu sais. Et surtout dans le ski, tout ça, ils voyagent à toutes les fins de semaine. Les parents sont en arrière comme « Hey, man, je passe mes fins de semaine à t'amener, à tes entraînements. Je t'adore, tu performes bien, mais tu sais, en même temps, il y a comme une attente aussi qui se crée. Fait que là, l'athlète aussi, il se dit « Hey, mais là, toute la famille est derrière moi. Il y en a qui ont des frères et sœurs qui font pas nécessairement de la compétition, puis eux, ils suivent tout le temps. Fait qu'il y a comme une pression qui se met, malgré que c'est pas grave, là, au final, tu sais. Dans une vie, là, tu sais, t'as ça, là. Tu sais, j'avais un athlète l'autre fois, il me dit, moi, j'ai pas... Tu sais, chaque run, là, ça peut être bénéfique. Puis chaque run, je pense à mes parents qui m'ont mis dans cette équipe-là, tu sais, puis je veux pas les décevoir d'une certaine façon. Puis, tu sais, si on parlait aux parents, je suis sûre que lui, il penserait pas ça, tu sais, il serait pas déçu, peu importe s'il fait une run de plus ou une run de moins. Mais cet athlète-là se met déjà cette pression-là de ne pas décevoir ses parents parce qu'ils ont, ils ont mis l'argent pour aller dans l'équipe, ils ont donné leur temps, ils ont acheté un chalet dans les Laurentides, etc. Fait que, tu sais, même si cet athlète-là a 12 ans, il pense déjà de cette facette-là du sport. Là. Il voit pas la facette amour du parent. Le parent, il va le faire parce que ça lui fait plaisir de toute façon. À un moment donné, oui, il y a de la frustration, des choses qui se disent sous l'effet de l'émotion, justement. Là, dans une compétition, il y en a des affaires qui se passent, mais au-delà de ça, au final, le parent, il le fait par amour, mais l'athlète est peut-être pas prête à le voir, ça encore. Ils savent pas qu'eux, ils vont faire ça s'ils ont des enfants un jour. Ils savent pas que ça va leur faire plaisir de se lever à 6 heures le matin, aller à la patinoire avec les kids, jouer au hockey, là, aller se geler les fesses sur le banc, puis tout, avec ton café, mais comme... C'est ça, là, c'est sûr que ça devient compliqué quand aussi t'essaies d'incorporer l'aspect parent là-dedans, entourage. Tu sais, à l'école aussi, il se développe une image. Moi, je suis l'athlète, je suis le coureur, je suis le gars de foot. Je suis... c'est ça, tu sais. Peu importe, là, s'ils performent pas, puis ils ont toujours performé, ben là, je push tout de suite, tu sais. C'est surtout au secondaire, tu sais, c'est tellement identitaire comme moment que... À un moment donné, si tu réussis pas, là, t'as l'air, ton identité s'associe au monde sportif. Si tu réussis pas là-dedans, tu vas faire quoi? C'est comme, tu vas perdre la perception du gars ou la fille sportive, genre. Okay. Puis justement, tu sais, tu parles de famille, puis comme les parents, c'est un grand support, là, je pense, pour ces athlètes-là. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, justement, dans la préparation mentale? Tu sais, tu parlais, justement, de cet athlète-là qui se mettait une pression de ses parents, mais dans le fond, qui n'est pas nécessairement... pas qui n'est pas réel, mais tu sais, lui, c'est sa perception, là. Est-ce qu'ils jouent un rôle, l'entourage, les parents? Ben oui, tu sais, les parents, je trouve... Tu sais, ça peut être autant positif que négatif pour un athlète, là, un parent, mais... Tu sais, je pense qu'il devrait être présent pour l'athlète, tu sais, le supporter. Puis qu'est-ce que j'aime dire aux parents au début de l'année, admettons, c'est, tu sais, votre rôle en tant que parent, c'est de féliciter votre athlète, de le supporter, puis d'être présent pour lui, peu importe qu'est-ce qui se passe. Tu sais, peu importe le résultat, ça, c'est votre travail en tant que parent. Fait que, tu sais, un parent qui va, tu sais, oui, à un moment donné, ça tombe sur l'aspect financier, mais tu sais, qui est prête à utiliser toutes les ressources pour son enfant, je pense que ça peut les aider d'une certaine façon, mais je pense que le plus gros aspect, c'est de montrer leur support. Tu sais, qu'ils sont fiers d'eux malgré le fait qu'ils soient premiers, qu'ils soient au milieu des athlètes, peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'ils tombent, qu'ils finissent. Je pense que le support, c'est vraiment un aspect qui est très important pour les parents au niveau des athlètes. OK. Puis est-ce qu'il y a un sport à apporter de façon différente pour les groupes d'âge? Ben, ou c'est juste vraiment sport at large? Tu sais, c'est le sport, mais en même temps, on veut pas tomber dans l'extrême ou que, tu sais, on pousse à l'extrême comme, OK, ben je vais t'amener à ça, je vais te faire ça, moi, je vais... Tu sais, qui, à un moment donné, amène une certaine pression. On veut pas aller là. Fait que je pense que, tu sais, ça peut être...
il y a une mince ligne à ne pas dépasser. Fait que, tu sais, oui, des fois, ils veulent pas mal faire, mais leur support amène une certaine pression à l'athlète. Fait que c'est d'essayer de trouver vraiment le juste milieu. Il y a du coaching à faire là aussi. Oui, là, oui, les oui, parents n'ont pas nécessairement été ever dans une position où est-ce qu'il faut qu'ils gèrent un peu un athlète, c'est ça. C'est des besoins particuliers, tout ça. Puis surtout, à l'âge, mettons, je pense à l'adolescence, il y en a qui vont aller chercher le support de leurs parents puis vont avoir besoin, puis il y en a qui tout de suite, c'est barré, tu sais. Fait que là, si le parent essaie de pousser, puis l'autre essaie de pousser dans l'autre sens, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent à cet âge-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est mieux pour un parent de un peu let go, puis dire « Hey, regarde, je suis ici, je t'attends », ou essayer d'offrir un soutien plus tangible. Mais il y en a qui vont... Je pense que ça dépend vraiment de l'athlète. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment vouloir avoir le support, puis il y en a que ça va être plus... regarde, si tu as besoin de quelque chose, moi, je suis présent, tu as juste à venir me voir, ça va me faire plaisir de t'aider. Comment on identifie ça? C'est de l'essai-erreur! Ben non, mais je pense que c'est en regardant les parents, comment eux, c'est quoi les besoins de l'athlète. Chaque athlète est différent. Des fois, ils essaient d'en faire trop. Des fois, ils en font pas assez d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de... Oui, aussi les parents avoir une certaine réflexion sur eux-mêmes, puis c'est d'avoir la discussion avec leur athlète, là. La communication, ça l'aide à tout. Fait que d'essayer, tu sais, de lui demander, hey, l'autre fois à la compétition, t'as-tu aimé comment j'ai agi, tu sais, si ton lunch était-tu correct, est-ce que tu préfères que je fasse ton lunch ou t'aimes mieux que je l'amène ou etc. T'aimes-tu mieux que je fasse tes skis ou t'aimes mieux que tu les fasses pour être sûr que ton équipement soit 100% correct, 100%... Donner des options. Exactement. C'est fou comment eux aussi subissent une grande pression. C'est Ben vraiment un gros teamwork. Là, parce qu'ils veulent pas aussi mal faire. Là, exactement. Quelque chose de... À l'âge adulte aussi, il y a quand même des athlètes olympiques qui sont des adultes. J'imagine que aussi le conjoint, la conjointe, ben oui, ça peut les être, amis, c'est quand même... C'est ça, tout le monde a de la pression. Non, mais c'est un grand travail mental. Oui. C'est un travail d'équipe aussi, là, je veux dire, it takes a village, là, surtout quand c'est des athlètes de type dans des sports individuels, ben, tu sais, aussi, il y a 4, 5, 6 personnes qui sont là pour toi, tu sais, pour que toi, tu performes, pour que toi, tu sais, je sais pas, moi, juste de penser de même, ça met de la pression, on dirait, là, mais ouais, puis surtout, tu sais, est-ce que quand tu as des athlètes, justement, qui sont mineurs, est-ce que toi, tu as un aspect où est-ce que tu rencontres le parent ou c'est toujours à travers l'athlète? Tu sais, tu donnes l'opportunité à l'athlète, en parle, mais que lui fasse ce travail avec le parent ou est-ce que toi, tu as intervenu des fois avec les parents aussi, là? Oui, en tant que consultante en performance mentale, moi, j'ai déjà donné des conférences aux parents pour essayer de mieux les outiller pour leur enfant, que ce soit au niveau de la gestion du stress ou comme au niveau de la confiance en soi. Ça, c'est les 2 rencontres que j'ai déjà données au niveau des parents, d'essayer. Eux aussi aimeraient avoir le plus d'outils possible pour pouvoir travailler mieux avec leur enfant aussi. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, tu sais. En tant que consultante, on travaille pas juste avec les athlètes, on peut aussi soutenir les entraîneurs, on peut aussi soutenir les parents. T'sais, dans le fond, tout le monde qui est alentour de l'athlète peut avoir un certain soutien de notre part. Là. Tout le monde qui a besoin. Oui. Puis, je m'en vais vers les blessures. Oui. On dirait que je savais que tu t'en allais là, j'étais prête. Là. Non, mais c'est tellement intéressant parce que c'est tellement challengeant. Autant la blessure que le retour. Ouais. Les peurs aussi, là, comment on travaille ça? Bien, tu sais, les blessures, c'est quelque chose qui est quand même... tu sais, on parlait d'identité athlétique, mais des fois, une blessure, ça vient stopper cette identité-là. Tu sais, comme moi, je peux plus faire mon sport, je peux plus le pratiquer. Qu'est-ce que je vais faire pendant les 9 prochains mois si, admettons, j'ai une blessure au genou, par exemple. Fait que, tu sais, c'est d'essayer d'amener l'athlète à accepter sa blessure parce qu'on peut être dans le déni, on peut... Tu sais, il va y avoir de la frustration, il va y avoir beaucoup d'émotions au niveau... Quand la blessure va se passer, mais aussi les quelques semaines après, tu sais, parce que ça met un stop à toute nos... à la routine. Oui, à la routine. Ça met un stop, Élie. Élie, elle a eu une opération au genou, mais justement, Élie était... C'est pas une athlète de compétition, mais
elle a le désir de sport, un rythme de vie actif, d'où c'est important, là, puis de se faire mettre un stop de même, ça joue sur le mental. Exactement. J'imagine pas, tu sais, quelqu'un. Fait que, c'est ça, c'est de l'acceptation. D'essayer de l'amener à accepter sa blessure, tu sais, ça fait partie du cheminement de l'athlète. C'est juste un petit défi qu'il faut que je passe, un gros défi que je dois passer par-dessus, d'essayer de trouver des solutions. Fait que c'est d'essayer de soutenir l'athlète pour venir accepter sa blessure. T'sais, oui, les objectifs ont changé. Ton objectif, c'est peut-être plus, admettons, de gagner certains championnats. Ton objectif, c'est de te rétablir, admettons, à 100%. D'essayer de retrouver la force, la même force que tu as dans ton genou droit à ton genou gauche qui est blessé, par exemple. Fait que, tu sais, c'est de changer les objectifs, que d'aller à tous tes traitements de physio, d'aller au médecin, de faire ta réadaptation, tes exercices. Ça, c'est ton nouveau quotidien. Puis que, tu sais, si tu mettais autant d'efforts dans ta préparation physique, dans ta préparation mentale quand tu étais non blessé dans ton sport, bien, si tu veux revenir à ce stade-ci, bien, c'est les mêmes efforts qu'il faut mettre, c'est juste à un endroit différent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui passent un peu à travers leur blessure, même s'ils essaient de faire la préparation mentale ou changer. Est-ce qu'il y en a qui sont juste jamais capables de l'accepter? Ben puis à un moment donné, ils vont guérir, puis ils vont comme passer. Oui, tu sais, il y en a qui vont avoir vraiment de la difficulté à l'accepter. Ils vont être un peu dans le déni. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi c'est moi qui ai eu ça dans ma vie, par exemple. Fait que oui, il y en a qui vont avoir... Tu te sens la victime de ta vie. Oui, exactement. Fait que, tu sais, oui, il y en a qui vont l'accepter, qui vont faire comme, OK, comme on a dit, on change les objectifs de place, on les met vers l'aspect de réadaptation, d'essayer de retrouver les 100% de mes compétences que quand j'étais pas blessée. Puis il y en a que ça va être beaucoup plus difficile. Tu sais, qu'ils peuvent tomber soit dans un style burn-out ou dépression. Puis, parce que vient avec ça des blessures, j'imagine, certaines peurs, tu sais, quand c'est des chutes violentes, là, tu sais, ça, on travaille ça de quelle façon? Bien, tu sais, on essaye, tu sais, que quand on est... j'avais un athlète de ski alpin qui s'était blessé au genou, puis elle avait peur de retourner en parcours de slalom géant, fait qu'on a travaillé beaucoup, admettons, sur la visualisation. Fait que d'essayer de regarder des vidéos d'elle ou des vidéos de slalom géant pour, tu sais, qu'elle ait une vision positive de c'est quoi faire du parcours en slalom géant. C'est beaucoup en slalom géant, les grosses chutes. Mettons, en ski, c'est... ou les chutes dramatiques, là, mettons. Il y en a. Oui, il y en a. Je pense qu'il y en a. Ah oui, ben oui, il y en a partout. Il y en a dans tout, effectivement. Oui. Mais tu sais, admettons, on avait travaillé sur essayer de se visualiser, de faire des virages de slalom géant pour pouvoir revenir à... Tu sais, d'essayer de oui... Je peux pas faire ça présentement, mais tu sais, je peux le travailler d'une autre façon qui se rapproche le plus de la réalité, qui est dans ma tête. Fait que d'essayer de travailler au niveau de la visualisation, tu sais, c'est d'essayer de changer le focus quand on revient, de le faire par étapes, tu sais, de pas commencer, OK, je t'envoie tout de suite dans le parcours, essayer de prendre confiance aussi quand mettons, on retourne sur les skis après une peut-être d'aller faire juste du ski pour le fun, retrouver le plaisir au lieu de, justement... tout de suite rentrer dans un game. Exactement. Sur la peur, là, tu sais. Mais en même temps, focuser sur la peur. Je sais pas, là, ça fait partie de certaines pratiques, là. Je sais que mentalement, tu t'adaptes à la personne, tout ça, mais est-ce que des fois, il y en a mettons le vidéo là, de leur chute, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de le regarder puis pour passer à autre chose ou c'est comme quelque chose qu'à un moment donné, les gens font... Ah non, tu sais, il faut juste passer à autre chose, on le regarde pas, là. Je pense que, en tout cas, moi... C'est rare qu'ils veulent le vivre. Oui, exactement. Non. C'est rare, tu sais, elle avait son vidéo de sa chute, puis quand elle le regardait, ça faisait juste ramener toutes les émotions qu'elle a vécues quand elle s'est blessée. Fait que tu peux pas dire, je sais pas, là, moi, non, tu sais, quand on parlait de visualisation, c'était essayer que quand elle sort de sa visualisation, ça soit une réussite, là, qu'elle se soit vue d'aller d'en haut jusqu'en bas sans... Avoir des beaux virages. Exactement, avoir une belle sensation, des bons feelings, tu sais, que ça allait avec le flow, fait que c'était plus dans cet aspect-là. Là. Okay. Mais, tu sais, c'est normal d'avoir peur, là. On a tous peur de quelque chose dans la vie, là, fait que... Tu sais, des fois, nos peurs, c'est parce que notre focus est sur la mauvaise chose. Tu sais, comme, mettons, en gymnastique, à la poutre, ben, c'est de pas se faire mal ou de tomber, puis de... Faut pas que tu tombes. Ouais. Fait, mais, tu sais, on leur pose la question, des fois, tu sais, comme, combien de fois t'es tombé à cheval sur la poutre? Puis là, ils sont comme 1, 0. Mais ça n'arrive pas souvent. Fait que d'essayer de rationaliser la chose aussi, ça peut venir aider d'une certaine façon, mais peut-être aussi de changer le focus de place. Tu sais, au lieu de te concentrer sur la peur de tomber,
bien, concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi les aspects qui vont te permettre de réussir, admettons, ton mouvement ou ta sortie à la poutre d'une certaine façon. Ça, c'est comme faire du sous-bois là, en ski. Si tu regardes l'arbre, un moment donné, tu vas tout le temps arriver vers un arbre. Faut que tu regardes dans le trou, mais d'apprendre à regarder dans le trou entre les arbres, tu sais, c'est un apprentissage, là, ça prend du temps avant de... Bien, il y en a que c'est naturel, mais ça prend du temps avant de catcher. Pour que tu passes là, faut que tu arrêtes de focusser ces autres affaires qui sont à côté. C'est la même chose en vélo-montagne. Si tu regardes toujours ta roue, ça... Non. Ça va aller mal. En yoga, tu regardes tout le temps à terre, tu vas te ramasser à terre. Puis, justement, tu sais, comme des sportifs récréatifs, je vais dire ça comme ça, monsieur, madame, tout le monde. Pour, tu sais, blessures, peurs, même pour atteindre d'objectifs, est-ce qu'on peut consulter un consultant ou une consultante? En préparation mentale. CPM. Mais c'est sûr que oui, des fois, tu sais, on peut toujours donner, admettons, des consultations, mais, tu sais, quand on parle de performance mentale, on parle vraiment de l'aspect performance, fait qu'il y a un domaine de performance, fait que, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on peut venir consulter, essayer d'aider au plus possible, tu sais, pour retrouver, admettons, les capacités qu'on veut retrouver au final. Mais moi, je travaille vraiment plus avec l'aspect de performance, avec l'aspect de le domaine sportif ou, admettons... plus de haut niveau. Ouais, ben pas du niveau, parce que j'ai aussi, admettons, du niveau régional, puis un peu plus récréationnel aussi dans les athlètes, mais sûrement, tu sais, que quelqu'un... Mais tu l'as dit, c'est le mot performance. Ouais. C'est ça, la variable, là. Tu sais, c'est quelqu'un... Tant que toi, tu travailles avec des gens plus qui ont un désir de performer dans quelque chose. Exactement. Tu sais, ça peut être mettons, là, tu décides, tu veux faire... le marathon du Petit Train du Nord, mais tu sais, c'est cette préparation-là, mais il y a un objectif de performance, là. Ah, OK. C'est fait que ça serait correct. Ah, OK. Comme, pas juste... si tu voudrais courir un marathon, là, tu aurais des objectifs, mais là, on pourrait en parler. On travaille sur l'objectif. C'est pas juste comme d'être bien, parce que là, je pense que tu vas aller voir quelqu'un d'autre, un psychologue ou un psychothérapeute. Non, mais c'est pour faire la nuance, parce que c'est vraiment... C'est quand est-ce que, c'est ça, où tu te places, qui là. tu consultes pour tel problème. Mais on dirait qu'il y a des choses que tu as dit que je pense que même si c'est pour des athlètes, on peut très bien l'appliquer à 100%. Oui. Là. Justement, y en a-tu des conseils que tu peux donner pour... Attends, pour des blocages. Pour des gens, un peu pour tout. Là, ouais. Pour quelqu'un, justement, qui a un objectif, parce que oui, ça peut être un objectif, d'exemple, un marathon, mais ça pourrait être un objectif de quelqu'un qui se remet en forme. Je sais pas, qui dit, moi, mon objectif, c'est de faire 5 km ou, tu sais, je sais pas, des petits conseils. D'où tu pars? D'où tu pars? Des petits conseils pour se dire, OK, dans ma routine à la maison, je préfère telle affaire qui m'aide à atteindre cet objectif personnel. C'est sûr, tu sais, d'essayer premièrement, d'établir cet objectif-là, c'est déjà un premier début, mais pas juste d'établir l'objectif final, tu sais, d'essayer de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre, admettons, à cette remise en forme-là ou de courir mon premier 5 km. Fait que, tu sais, il y a des processus à atteindre, que ça soit d'aller voir un kinésiologue pour travailler au niveau de mes entraînements de course. Tu sais, ça pourrait faire partie de ces objectifs-là, d'acheter les bons souliers d'une certaine façon. Fait que, tu sais, d'essayer de vraiment... Oui, on a un objectif final, d'essayer, mais, tu sais, que cet objectif final-là soit pas dans 5 ans, puis là, qu'après ça, on trouve que c'est long, puis là, la motivation dire un objectif 5 diminue parce que, tu sais, on voit pas la fin. Mais, tu sais, d'essayer d'avoir des objectifs de façon quotidienne, hebdomadaire, que ça soit de mois en mois, voir si on a eu une amélioration. Si on n'a pas eu d'amélioration, bien, d'essayer de revenir le plus souvent sur les objectifs, voir est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je dois les changer d'une certaine façon. Mais je pense d'essayer de ramener ça aux objectifs de processus, de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif final, ça peut être un bon début aussi. L'affaire aussi, c'est que tu segmentes, comme tu dis, mais il faut que tu choisisses un peu quel objectif sur lequel tu focuses. Tu peux avoir un objectif qui en contient plein de petits, mais tu peux pas tout changer en même temps. Là, ça vient... Puis là, tu as encore plus de pression, tu deviens un peu mélangé, tu sais plus où donner de la tête. Fait que, tu sais, si tu donnes justement, tu segmentes, mais aussi que tu focuses sur un aspect différent. Une fois que ça, tu l'as maîtrisé, tu t'embarques sur d'autres choses. Mais qu'est-ce qui arrive si t'es pas capable, il y a un objectif que tu n'es pas capable d'atteindre? Est-ce que tu passes sur le prochain ou est-ce que tu essaies de trouver d'autres façons d'avoir celui-là avant d'aller... Ben, tu sais, si l'objectif qu'on atteint, c'est parce qu'il est trop difficile,
Mais d'une certaine façon, si on continue à vouloir l'atteindre puis ça ne fonctionne pas, ben là, tu sais, il y a une perte de motivation, il y a une perte de confiance à un certain point. Fait que c'est d'essayer de reprendre cet objectif-là, peut-être le séparer à nouveau ou le diminuer pour voir, OK, ben, tu sais, dans 2 semaines, je serais capable d'atteindre ça. Mais l'objectif que je m'étais mis au début, au lieu que ça soit dans les 2 semaines, bien, ça va être dans 1 mois, par exemple. Fait que d'essayer peut-être de le repousser d'une certaine façon, mais de revenir à d'autres objectifs pour atteindre cet objectif-là. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire pour pouvoir aider. Il y a de l'acceptation là-dedans, d'accepter que tu le feras pas, va falloir... OK, là, on va splitter ça. Va falloir revenir une étape en avant et recontinuer. Sans le voir comme sans être comme une défaite. Non, que vraiment se dire que, tu sais, ça fait partie du processus. La courbe d'amélioration, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment comme une vague qui monte. Fait que, tu sais, c'est normal que des fois, on redescende pour remonter encore plus. Puis que, tu sais, l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage, puis que c'est normal que des fois, ça fonctionne pas tout le temps, là. On retient beaucoup le mot acceptation. Acceptation ici. Ben, c'est vrai, c'est assez... Ça part de là. Ouais! Puis, mettons, là, dans un aspect de... Tu sais, tantôt, on parlait de préparation, tout ça. Des fois aussi, dans tes compétitions, ça donne pas avec tes heures d'entraînement. Exemple... d'habitude, toi, tu t'entraînes les après-midi, mais là, t'arrives, là, ta descente est à, exemple, 9 h le matin. Là, je dis n'importe quoi, là, mais ça peut être en bike, ça peut être en n'importe quoi. Mais toi, tu es habitué de, mettons, le matin, tu as une routine un peu plus lente. Puis là, ben, tu as un événement sportif qui est tôt le matin. Ton corps, il est comme pas prêt. Est-ce que ça serait... C'est quoi le genre d'affaires qu'il faut faire? Est-ce que c'est d'avoir une routine différente seulement pour les matins d'entraînement ou de forcer à changer tes entraînements pour en avoir aussi à ces périodes-là? Je sais pas, on dirait... Qu'est-ce que tu fais quand tes entraînements sont pas liés à tes périodes de performance? Bien, c'est sûr, tu sais, qu'on peut essayer, admettons, de simuler cette compétition-là. Fait que si on voit que dans 2 semaines, la descente est à 9 h puis qu'on a juste des entraînements, bien, peut-être d'essayer d'en faire un, tu sais, le matin ou pour voir si ma routine fonctionne ou non. C'est sûr que, tu sais, on a des routines, on veut les suivre, tu sais, pour que ça soit, qu'on reste dans un aspect de confort, de confiance en soi. Mais en même temps, cette routine-là, tu sais, on doit être capable de sortir à un moment donné de cette routine-là. Fait que, tu sais, d'essayer de voir est-ce que ma routine fonctionne, qu'est-ce que je dois faire ce matin-là, d'essayer de planifier d'avance qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que j'ai moins de temps, fait que mon déjeuner va être prêt la veille, mon lunch aussi, j'aurai pas le temps de le faire. Fait d'essayer de voir au niveau de la planification si c'est quelque chose qu'on peut changer. Parce que si c'est trop béton aussi, puis tu fais pas exactement comme d'habitude, ça peut mener à une contre-performance parce que tu associes la réussite à j'ai mangé ça à telle heure, j'ai fait ça dans ces temps-là. Fait que là, ça vient déstabilisant. Là. Fait que, tu sais, oui, on veut une routine pour qu'on mette l'athlète dans un aspect qu'on est confortable. Tu sais, c'est qu'il y a des étapes prédéterminées qui vont nous mettre dans un aspect de confiance, mais on doit être aussi, s'il arrive quelque chose, on doit être capable, tu sais, de sortir un peu cette routine-là puis d'y revenir. Une routine flexible. Oui, flexible, c'est le mot aussi. C'est des lignes directrices, là. Ton matin, c'est une ligne directrice, c'est pas... Parce que si on sort, puis là, ça nous sort de notre routine, puis on devient encore plus stressé parce qu'on n'a pas fait toutes les étapes. J'ai pas mis ces bas-là. J'ai pas mis les bons bas. Je trouve pas mon deuxième bas. Fait que là, tu sais, ça peut venir chambouler la performance d'une certaine façon. OK. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais il y a des athlètes de haut niveau aussi que, tu sais, c'est arrivé, je pense, au tennis. Tu sais, ils jouent avec ces shoes-là, whatever, puis c'est toujours ça. Puis là, arrive le matin, puis le shoes, là, je pense que c'est arrivé à Wimbledon. Ben, Raphaël Nadal, c'est le meilleur exemple. Si sa bouteille d'eau n'est pas placée de la bonne façon... c'est ça, tu sais, si t'as pas l'affaire, ben là, ça devient comme un peu freakant, puis là, tu focuses là. C'est OCD, là, on s'entend, là. Mais en même temps, c'est ça, ça peut te nuire, ou il y en a qui vont essayer un peu... ils ont pas la préparation qu'ils ont habituellement, ben là, ils ont... Tout est fucké ce matin-là. C'est quasiment dire, OK, ben au pire, je vais juste comme avoir une meilleure performance. Je vais juste tout faire, puis finalement, ils réussissent mieux qu'ils auraient réussi au départ. Là. Mais je pense à Joanie Rochette, exemple, l'histoire de Vancouver, là, quand sa mère était décédée, tout ça. Là. Mais tu sais, c'est impressionnant ce qu'un athlète peut faire en termes de résilience. Ouais. Puis elle, préparation mentale, je pense que c'était très, très, très fort aussi. Il y a beaucoup d'athlètes dans le patinage. Ma tante, elle travaille avec des équipes. Puis là, c'était... Faut pas piquer au mauvais moment. Je peux pas piquer avant les Olympiques.
sais, il faut que je sois tellement timé dans ma préparation pour piquer au bon moment puis être meilleur à ce moment-là. Puis après, je redescendrai. Tu sais, c'est des vagues, là, aussi, dans la performance. Ça fait partie de la périodisation aussi au niveau annuel. Tu sais, il va y avoir des moments où que ça va être plus calme au niveau de l'athlète. Tu sais, ils vont être pas dans leur pic, mettons. Puis il y en a qui vont essayer avec la préparation, les entraînements, de piquer au bon moment. Ouais. Ça fait partie de la périodisation d'une certaine façon. À un moment donné, ton corps a besoin de redescendre un peu. Tu peux pas être tout le temps dans l'adrénaline. D'essayer de piquer aux Olympiques pour ensuite de ça prendre un certain repos parce que tu as tout donné à ce moment-là. Exact, tout donné à ce moment-là ou au championnat du monde. Mais après ça, il y a des risques parce que sinon, blessure. Après ça, c'est important de, avoir la préparation qui va nous amener vers le haut. Mais à un moment donné, il faut penser au repos, que ça soit un repos physique ou au repos mental. Puis ça, dans le repos mental, c'est-tu, mettons, juste pas faire de compétition ou c'est faire autre chose ou, tu sais, on fait ton sport, mais, tu sais, juste pour le fun? Qu'est-ce qui est l'idéal là-dedans? Le repos mental, il y a comme 2 branches. Il y a le sommeil, fait que d'avoir, tu sais, des heures... une qualité de sommeil puis des heures adaptées de sommeil. Ça, c'est un aspect. Puis après ça, il y a l'autre repos mental où c'est comme d'essayer d'avoir un stop de notre sport. Fait que, tu sais, de faire autre chose. Tu sais, des fois, on est habitué, admettons, on parlait de patin, de tout le temps aller à l'aréna tu sais, que notre vie se passe à l'aréna. Ben, tu sais, de faire autre chose que d'aller à l'aréna aujourd'hui. Que ça soit de rester chez toi, de faire d'autres sports, de voir des amis autres que ceux en patinage, d'aller voir ta famille. Fait que d'essayer de vraiment prendre, d'amener notre cerveau ailleurs que sur le patinage, par exemple, pendant quelques moments. C'est le développement complet de l'athlète aussi. Là. Tu sais, j'avais lu j'ai pas lu le livre au complet, là, mais tu sais, j'ai vu la conférence là-dessus. Il y avait Glenn Hould qui était le coach de l'équipe canadienne de volleyball, puis il avait fait ça avec ses gars, tout. C'est une affaire de... Ça prend 10 000 heures pour devenir un expert, puis tout, dans ton sport ou dans peu importe, en fait, là. Puis lui, avec ses gars, c'était pas juste de tout le temps faire 10 000 heures de volleyball, tu sais. Genre, quand il avait 10-12 ans, les gars, ils faisaient des des techniques d'haltérophilie, mais avec juste une barre ou avec... Tu sais, c'était d'utiliser d'autres outils pour éventuellement tout ça, ramener ça après au volleyball, mais de développer dans d'autres choses, ça fait que tu peux être meilleur aussi au lieu de focusser sur une affaire. L'espèce de... Mais c'est se vider le cerveau. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, de trop focusser sur juste un sport, ça développe pas d'autres aptitudes, là. Puis ça fait qu'à un moment donné, tu deviens moins polyvalent. Tu sais, la surspécialisation à un très jeune âge aussi, tu sais, c'est comme... peut-être tu peux en parler un peu, là, mais ça aide pas au développement moteur, à des nouvelles capacités aussi physiques, autant mentales aussi. Puis dans l'aspect de ta vie après, là, c'est que t'es juste dans une affaire, là, tu sais. La surspécialisation, d'ailleurs... J'aimerais ça t'entendre un peu parler là-dessus, surtout en jeune âge, là. Bien, tu sais, je pense pas être une pro dans le domaine, mais moi, je pense aussi, j'ai la même opinion que toi, que, tu sais, quand on est jeune, quand on est athlète, on devrait faire plusieurs sports pour pouvoir se développer dans plusieurs facettes. Puis, tu sais, peut-être qu'on aime plus ce sport-là à cet âge-là, mais quand on va être plus vieux, on va aimer plus l'autre sport qu'on fait, par exemple. Fait que, puis nous, on le fait en ski, tu sais, oui, on a une période qu'on va skier, mettons, de octobre à avril, mais en U14, on fait pas de camp là, pendant l'été. Là, c'est aller faire autre chose, aller jouer au soccer, aller jouer au football. On veut que vous fassiez autre chose pour pouvoir... parce que des fois, tu sais, trop faire toujours la même chose, ça peut devenir redondant. Puis là, il y a une perte de motivation à un très jeune âge. Même si l'athlète est vraiment bon d'une certaine façon, tu sais, ça ne tente pas toujours de venir en ski alpin d'une certaine façon. Fait que moi, je pense que c'est important, tu sais, qu'ils puissent faire autre chose, que ça soit de jouer un instrument de musique, d'aller faire du sport. Oui, tu fais du ski, mais dans la semaine après ça, tu joues au volleyball ou tu fais autre chose, tu as une pratique de soccer, il n'y a pas de problème. Là. Moi, je pense que au contraire, ça développe encore mieux l'athlète. OK. En fait, là, c'est parce qu'on va faire notre petit questionnaire final. Le chairlift speed dating. On a toujours des petites questions en rafale vite pour nos invités. Mais je me dire apprendre à te connaître. Oui, c'est ça. De parler pendant une heure. Oui, mais elle parlait pas d'elle. Donc, préparation physique ou mentale? Oh, préparation mentale. Ça serait malaisant qu'elle dise autre chose. Mais là, il faudrait que tu dises préparation physique, mentale, tactique ou technique? Mentale. Compétition ou loisir?
Moi, je suis très compétitive. J'avais gagé un peu, je voyais. Je vais modifier ski ou vélo? Ski, mais je fais beaucoup de vélo aussi, le vélo montagne, vélo de route. Fait que je dirais ski l'hiver ou vélo l'été. Ouais. OK, mais là, l'été ou l'hiver? L'hiver. L'hiver. Nous autres aussi. Puis quand t'embarques dans le chairlift, est-ce que t'es du genre à jaser ou à vraiment comme être dans ta bulle? Non, à jaser. Ouais? Oui. Ah, nice. Puis, mettons, tu sais, juste pour faire le parallèle, tantôt, les athlètes, quand ils font de la préparation, est-ce que tu jases avec eux autres, mettons, dans les chaises? Ouais, OK. Oui. Des fois, c'est le moment pour parler là, dans les chaises. Mais des fois, on leur demande aussi, tu sais, comment. Je pense qu'une chaise tout seul, ça te ferait du bien. Va réfléchir. Va respirer un peu. Ça, des fois, justement, ça permet Oui, mais admettons, après une compétition, quand ils sont déçus, au lieu de faire la crise en bas, ben regarde, prends le chairlift, là, monte en haut, puis quand tu sors du chairlift en haut, mais il n'y a pas l'aspect aussi, va chercher ton stock en haut. Oui, va chercher ton stock. Va chercher ton stock. Dans les chaises, là, je te laisse un bon 2 minutes pour décompresser, crier, fais qu'est-ce que tu veux, pleurer, mais quand tu arrives en haut, c'est fini, on passe à autre chose. Là. Fait que ça aussi, ça peut être... C'est vrai, ça donne un bon espace. Ça. Ah, ben cool. Merci. Très intéressant. Ça me fait plaisir d'avoir été à vous. C'était vraiment cool. J'espère que je trouve que ça va donner des cues à du monde. Moi, en tout cas, ça m'en a donné. Ben oui, c'est non, mais tu sais, on parle de l'aspect loisir, puis là, on a parlé beaucoup de performance, tout ça, mais il y a des choses qu'on peut prendre de ça, parce que souvent, on n'est pas en compétition, mais on peut être en compétition avec nous-mêmes. Tu sais, il arrive un âge où est-ce que des fois, tu veux pas être en compétition avec les autres, tu veux juste performer pour toi, mais c'est aussi là, le travail mental, puis tout, puis dire « Hey, mon objectif pour cet été, c'est de faire cette passe-là en bike » ou « Je veux faire telle affaire en ski, je veux monter telle montagne que j'ai jamais faite parce que j'ai la chienne, puis tout », mais ça, tout ce que tu as dit, en fait, ça s'applique là. Oui, ça s'applique dans la vie de tous les jours, tu sais. Les athlètes, oui, ils peuvent le prendre dans leur sport, mais des fois, on leur dit, qu'est-ce qu'on se dit, là, ça s'applique à l'école, ça s'applique dans ta vie de tous les jours aussi. Quand tu vas passer ton permis de conduire puis tu vas être stressé, ça s'applique aussi tes petits trucs là, que tu utilises déjà. Là. Ah, nice. Donc, le racra, ton anglais, tes affaires. Objectif et acceptation. Oui, c'est ça. Objectif et acceptation. Merci d'avoir été là. Sabrina. Merci à vous. C'est vraiment cool. Ciao!